désigner des coupables, je pense, n'est pas la fonction du romancier. Je crois que le jeu des accusations, dans une société qui est tellement divisée, en communautés, en partis, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a commis des crimes. Et tout le monde a subi également des crimes. Et tout le monde accuse quelqu'un. Et finalement, tout le monde est responsable. Alors, une dernière question avant de vous laisser, la parole. Ni l'un ni l'autre ne tentez la fin heureuse, pas de happy end, ni pour les désorientés, ni pour le jardin de la veuve. Alors pourquoi ? Je voudrais quelque chose Et on ne racontera pas la fin, évidemment, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Comptez pas sur nous. Souvent, on me demande de parler de ce qui arrive aujourd'hui au Liban, dans le monde arabe. Et généralement, je dois avouer que j'ai une vision assez, pour le moins, inquiète. Donc je commence toujours par dire qu'on est parti pour un conflit très long, qu'on aura probablement des années de souffrance, des guerres civiles, etc. Et je m'étends là-dessus. Et puis, pour terminer sur une note moins sombre, je dis, mais un jour, ça finira quand même. Et là, 9 fois sur 10, la personne en face me dit « Donc, vous êtes optimiste ». Et je n'ose pas démentir, mais je trouve souvent que la conclusion qu'on tire n'est pas évidente à partir de ce que j'ai dit. Ça me rappelle cette définition que l'on donne de la différence entre un optimiste et un pessimiste. Un pessimiste pense que la situation ne peut pas être pire. Un optimiste pense que si. Nadim Aslam, sur la question d'un happy end possible. I would have to disagree. My book does have a happy ending. Je dois dire que je ne suis pas d'accord. Alors c'est la question du pessimiste et de l'optimiste et la blague que racontait Amine qui est en cause. No, I think there is optimism in the light. There is light in the novel, and there is hope in the novel. And but as Amin said, that he finishes on a note that is less dark, and so do I. In that, for me, happy ending is always to have arrived at an understanding of who the bad guys are. I think that is a happy ending. I think yes, reading is thinking with two brains, your own and the writer's, and the two of us are sitting down and trying to understand where the world is going right and where it's going wrong. And if by the end of it we do come to some kind of understanding, it is a happy. It might not be a happy ending for the characters, but it is a happy ending for the readers. That they understand why things went wrong. Alors, ok. Moi, je suis pas tellement d'accord, puisque d'accord peut-être qu'il n'y a pas autant d'optimisme que ça, mais néanmoins dans mon livre, il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Et comme l'a dit Amine, mon livre termine néanmoins sur une approche moins noire, de la même manière que lui. Quand on parle de fin heureuse, de happy end, comme vous avez dit,
arrive à une situation où on sait qui sont les mauvais, qui sont les méchants et où est-ce qu'ils sont. Or, pour moi, une fin heureuse, c'est surtout quand vous avez une personne qui lit avec deux cerveaux. La personne qui lit d'un côté avec son cerveau, avec sa tête de lecteur, mais lit aussi en tenant compte de la vie, des prises de parole de l'écrivain. Et pour moi, on arrive à une fin heureuse s'il y a une compréhension partagée entre le lecteur et l'écrivain. À partir du moment où le lecteur et l'écrivain comprennent pourquoi est-ce qu'il y a eu cette situation noire ou négative, pourquoi est-ce que les personnages sont malheureux à la fin, ça pour moi c'est véritablement la fin heureuse. Les personnages, eux, ne sont peut-être pas heureux, n'ont peut-être pas eu gain de cause, mais il y a une fin heureuse grâce à cette mise en commun de l'interprétation de la lecture de l'écrivain et des lecteurs. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, moi je vais me reposer. C'est vous qui allez poser des questions. Je vous signale juste à la radio, de temps en temps, enfin souvent d'ailleurs, on n'arrête pas de se donner des règles absurdes ou de faire des jeux absurdes. Et donc, vous rentrez en studio et quelqu'un vous dit bon, bah, tu es obligé de placer un mot, ce mot-là, et on vous tend un petit papier, il faut placer le mot dans son chapeau ou dans sa chronique. Moi, la dernière fois, je suis tombée sur épatante, il fallait que je le mette 3 fois. C'était un peu compliqué, mais on finit par y arriver. Là, j'ai réussi à faire l'inverse, c'est-à-dire je n'ai posé aucune question sur les révolutions arabes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas poser de questions sur l'actualité, mais que je vous les ai laissées. La parole est à vous. Nous avons une demi-heure, et puis ensuite les auteurs signeront leur livre à la librairie. Pour chacun des deux intervenants, Amine Louf, bonsoir. Vous avez une grande diversité culturelle par vos origines, puisque votre grand-mère était turque et que vous êtes le petit-fils d'un pasteur presbytérien. Alors, est-ce que cette diversité vous a aidé, entre guillemets, dans vos romans? Et la seconde interrogation, donc pour Nadène Aslan, j'ai lu que votre roman « La cité des amants perdus », vous pensiez le terminer en 2 années, or vous avez mis 11 ans pour le faire. Est-il indiscret de vous demander la raison? Et ne pensez-vous pas que la situation de votre pays d'origine, votre pays natal, où la violence est permanente depuis l'indépendance, est un terreau pour vos écritures? Merci. Merci, monsieur. La dernière phrase. Le pays d'origine de Nadène Aslan, le Pakistan, le pays des purs, comme on dit, est l'objet d'une violence inhérente depuis l'indépendance. Un président qui s'en va à la fin de son mandat sain et sauf, c'est presque un miracle. Donc, est-ce que vous pensez que cette situation est un terreau pour votre écriture, dans tous vos romans? Merci. Amine. Comme vous savez, moi je viens du Liban, où il y a des communautés religieuses très différentes. Et j'ai moi-même une histoire dans ma famille de communautés religieuses différentes, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce qui arrive dans le pays. Je dirais presque que ma famille a eu sa propre petite guerre religieuse. Alors je m'explique. Dans le pays et dans la région, il y a des communautés religieuses qui sont en réalité, pour dire les choses comme ça, des tribus. C'est-à-dire, ce sont beaucoup plus des appartenances à caractère sociologique que des appartenances liées à une croyance. La croyance, c'est juste ce qui distingue théoriquement, mais les gens ne savent souvent pas quelles sont les différences de croyances. L'appartenance, c'est que vient du fait qu'on est né dans une communauté et que cette communauté a une place dans la société et donc on est attaché à la place qu'a sa propre
propre communauté dans la société et ça peut mener très loin à des conflits. Dans ma famille, il y a eu quelque chose de complètement différent. J'ai un arrière-grand-père qui était prêtre. Puisque, comme vous le savez peut-être, dans les rites orientaux, un homme marié peut être ordonné prêtre. Un prêtre ne peut pas se marier une fois qu'il est déjà ordonné prêtre. Mais un homme marié peut être ordonné prêtre, y compris dans les communautés catholiques qui dépendent de Rome. Donc mon arrière-grand-père, là je vous parle d'un personnage qui est né en 1793 et qui est mort en 1880 ou 78 peut-être. Enfin, ce personnage a eu un conflit avec son fils, donc mon arrière-grand-père, qui a quitté la maison, qui est allé faire ses études dans une école créée par des missionnaires presbytériens, qui s'est converti au protestantisme et qui est devenu pasteur protestant. Donc son père était prêtre catholique et lui était pasteur protestant. Et ce conflit a continué dans la famille pratiquement jusqu'à aujourd'hui, entre une branche qui était très radicalement protestante et une autre radicalement catholique. Pas tout le monde, c'est-à-dire la plupart des gens étaient assez modérés, mais certains étaient extrêmement radicaux. Donc, un de mes oncles, le frère aîné de mon père, qui a rompu avec sa mère, qui lui a plus adressé la parole pendant 25 ans, qui est allé dans une communauté ultra-catholique aux États-Unis. Et donc, c'est une histoire, mais qui n'a strictement rien à voir avec les communautés religieuses. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans des conflits religieux style la France du XVIe siècle. Ça n'a rien à voir avec les conflits religieux du Proche-Orient. C'est une guerre de religion au sens de croyance, et pas du tout d'appartenance sociologique. Et tout cela, effectivement, il est présent dans beaucoup de choses que j'ai écrites, d'une manière généralement divisée. Nadim Assar, son peuple de question. Thank you. My second book took 11 years to write because when I went to Britain at the age of 14, I had a very basic English. I don't come from an affluent background, so I hadn't gone to an expensive fee-paying school. Alors, Where they teach you in English. alors effectivement, mon deuxième livre, j'ai mis 11 ans pour l'écrire. C'est parce que je suis arrivée au Royaume-Uni lorsque j'avais 14 ans. Et à l'époque, mon anglais était très très basique. Je ne viens pas d'une famille aisée et donc je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans une école payante où j'ai pu apprendre l'anglais. So when I arrived in England and I went to school, the subjects I did well in were sciences, because for sciences your English needn't be good. You need to assimilate facts and reproduce them. If they happen to be in clumsy English, it doesn't matter. Et donc, lorsque je suis arrivée en Angleterre, les matières où j'excellais, entre guillemets, c'était les matières scientifiques. Parce que là, même si mon anglais était un peu approximatif, ça ne posait pas de problème pour ce genre de matière. So I went to university to read sciences. But in my third year, by which time I had been in Britain for 7 years, I dropped out. I said, my English is not good enough to do what I want to do, which is to write. And I dropped out. I never completed my degree, and I began to write my novel, which took 11 months to write. 11 months to write. Months to write. And so that was my first novel. But now I will explain why it took 11 years to write the next one. Alors, je suis allée donc à l'université pour faire des études scientifiques, mais à la fin de la 3e année, j'ai arrêté mes études. À cette époque-là, cela faisait donc 7 ans que j'étais au Royaume-Uni, que mon anglais était
été meilleure. J'ai arrêté mes études, je n'ai jamais terminé mon diplôme scientifique. Mais néanmoins, à ce moment-là, même si mon anglais n'était pas suffisamment bon pour écrire d'après moi, j'ai écrit mon premier livre. Et ce premier livre, j'ai mis 11 mois pour l'écrire. J'insiste bien sur les 11 mois. Maintenant, je vais expliquer pourquoi sur le deuxième, j'ai mis 11 ans. So once that novel was accepted, I said to myself, now I'm going to educate myself. So during those next 11 years, I read all the great works of literature. That's why it took so long. Et une fois que le manuscrit de ce livre-là, de ce premier, a été accepté, je me suis dit, maintenant, je vais prendre les 10, 11 prochaines années de ma vie pour m'instruire. Et c'est là que j'ai lu les œuvres de tous les plus grands écrivains britanniques et américains pour m'instruire. And the second part of your question about the situation in Pakistan, I don't mean to sound complacent, but Pakistan is 66 years old. Can we look at what France was like when it was 66 years old? Can we look at what America was like when it was 66 years old? Britain, Germany? This is, as I said, not me being complacent, because there are people in Pakistan in my life, my relatives, who leave the house in the morning with the words, I don't know whether I'm coming back. They work for charities, they work for NGOs, they have schools, clinics, etc., etc. So for me to lose hope would be to do disservice to them. Alors, vous avez posé une deuxième question concernant la situation au Pakistan. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que je prends ça à la légère ou que je vous donne une réponse que je n'ai pas réfléchie. Mais le Pakistan est un pays qui a 66 ans. Et si on se posait la question, et où en serait la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne par exemple, si ces pays n'avaient que 66 ans? Je répète, je ne veux pas vous donner de réponse trouvée trop facile. Et cela parce que j'ai encore des parents, des membres de ma famille qui vivent au Pakistan et qui tous les jours quittent la maison, partent travailler en se disant « mais est-ce que je vais revenir chez moi ce soir ?» Et ce sont des personnes qui travaillent pour des ONG, qui travaillent pour des œuvres caritatives. Et je pense que par loyauté vis-à-vis de ces membres de la famille, je considère que je n'ai pas le droit de perdre l'espoir. I'm an atheist, but I remember that in Islam, it is a sin to lose hope. Je suis athée, mais je me souviens très bien qu'en islam, c'est un péché que de perdre l'espoir. Une autre question? Merci Amin Malouf de nous avoir fait rêver par vos voyages intérieurs et extérieurs. Dans un précédent livre, vous aviez évoqué votre famille à Cuba, si j'ai bonne mémoire. Et est-ce que je voudrais savoir, par simple curiosité, si vous avez de la famille au Mexique et si vous êtes apparenté aux Malouf avec deux os, et notamment les Robles Malouf de Mexico. En fait, les Malouf, c'est une grande tribu. Et le nom est transcrit de manière très différente selon les pays. Une fois, il y a une sorte de grande amicale de la famille Malouf qui m'a envoyé une sorte de bol sur lequel on avait écrit le nom de famille de toutes sortes de manières différentes. Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la manière que moi j'utilise, c'est-à-dire M2ALOUF. D'ailleurs, mon père n'écrivait pas comme ça, et mon grand-père non plus. Mon père écrivait son nom M-A-L-O-U-F. Mon grand-père écrivait M-A-L-U-F. Et moi, j'écris M-A-A-L-O-E-F. Donc, la transcription, en arabe, évidemment, ça s'écrit de la même manière, mais dans toutes les langues sémitiques, les voyelles sont interchangeables. Donc, c'est certainement la même famille. Je n'ai pas de connexion directe, mais j'ai de la famille, effectivement,
en Australie, il y a un écrivain connu qui s'appelle David Malouf et qui est de la famille, qui est d'un village à côté du mien. Il y a une famille très nombreuse au Brésil. Il y a eu un gouverneur de São Paulo qui était un Malouf. Il y a eu des ministres au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Il y a ils sont tous les descendants des mêmes ancêtres, mais comme ils sont très nombreux, souvent ils ne se connaissent pas entre eux. Quelqu'un d'autre? Madame? Bonsoir. J'ai juste une petite remarque. Quand vous avez présenté M. Ali Maalouf, vous avez dit un chrétien d'Orient. Et ça m'étonne toujours. Je ne sais pas pourquoi M. Ali Maalouf en fait, n'a rien dit, quoi, parce que moi je suis irakienne. Et cette division entre musulmans et chrétiens n'existait pas avant la guerre civile au Liban, ni voilà. Et même là-bas, quand on parle des chrétiens, c'est un phénomène vraiment récent. Et avant, on ne savait même pas qui est chrétien, qui est musulman. Et c'est un discours vraiment qu'on doit corriger ici en Occident, au moins pour essayer de, pas à travers les romans, mais à travers nous, quoi, qui existons ici, qu'on n'arrête pas d'expliquer aux Occidents que c'est récent, quoi, qu'avant on vivait ensemble sans aucun problème. En Irak, il y avait des églises devant les mosquées. Au Liban, je pense pareil, quoi. Et donc, voilà, je suis toujours étonnée de cette présentation. Et j'aimerais bien qu'on, voilà, juste voilà, une petite remarque. Je suis désolée enfin, de le faire, mais parce que si je ne le fais pas, mais ça va rester dans... Je ne sais pas, parce que déjà, le prénom Émile, c'est un prénom pas vraiment chrétien. Hein, si on... Pas vraiment chrétien. Pas vraiment. Un petit peu comme Voilà, certainement avec les musulmans, et je ne sais pas un peu si... mal. Un phénomène, je ne sais pas, quelque chose qui choque ou non, on est habitué maintenant au racisme, donc voilà, juste, je vous Vous avez tout à fait raison, madame, d'exprimer à voix haute ce que vous ressentez. Ça, c'est le principe de départ. Et d'autre part, ça n'induisait d'aucune façon quelques jugements sur qui vit bien ensemble ou ne vit pas bien ensemble. Ça n'a évidemment absolument aucun rapport avec quelque jugement que ce soit. Non, j'ai pas dit un chrétien libanais. Non, j'ai dit entre Liban et la France. Non, mais quand vous l'avez présenté, si j'avais ça sur le cœur, et je crois que je suis dans la même situation que madame. Et je crois que monsieur Maalouf doit être un tout petit peu, je ne sais pas, je ne veux pas parler en son nom, je l'ai écouté il n'y a pas plus mal que la semaine dernière, sur une antenne de, je crois que c'était France Culture ou France Inter, et il a dit quelque chose qui a rejoigné quelque chose au fond de mon cœur, que les gens doivent être identifiés par autre chose que leur nationalité, que leur appartenance religieuse, parce on aurait pu parler de son goût pour la musique, etc., etc. Et je suis vraiment choqué, madame, que vous présentez Annie Maalouf comme étant chrétien. Et c'est pas la première fois, parce que cette chose, je l'ai écoutée sur France Culture il n'y a pas longtemps, et j'ai parlé autour de moi à des amis. Maintenant, Annie Maalouf, c'est un chrétien libanais. C'est pas la première fois, je suis désolé aussi. Je vous en prie. Je dois dire d'abord que votre étonnement à l'un comme à l'autre vous honore, parce que c'est vrai que tous ceux qui aiment cette région, qui aiment ces pays, qu'il s'agisse du Liban, de l'Irak, tous ces pays, sont profondément choqués de voir la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je vais tout de suite dire que ça n'a rien à voir avec la présentation de Sandrine, ni même avec la
perception en Occident. Je crois que le problème n'est pas là. Je crois que la perception du reste du monde est liée à ce que l'on voit. Mais c'est la situation qu'il y a dans ces pays qui est une calamité pour nous tous. Moi j'ai connu une région où les gens ne réagissaient pas comme ça. J'ai connu un Liban où les gens ne disaient pas « moi en tant que chrétien je pense ceci, moi en tant que musulman je pense cela ». J'ai connu effectivement, comme vous l'avez très bien dit, mon père me racontait qu'il allait passer Noël dans la famille du Moufti de la République, qui était la plus haute autorité musulmane, et il y avait réellement dans toute cette région une qualité de coexistence, et c'est tout à fait pitoyable que nous soyons arrivés là. Je pense que nous sommes dans une période de régression, il faut bien appeler les choses comme ça. Il y a une période de régression qui est, dont nous sommes tous victimes. Nous voyons ce qui arrive aujourd'hui en Syrie, qui est un désastre. Nous voyons ce qui arrive en Irak, au Pakistan, un peu partout. Et je vais aller plus loin. Je crois qu'il y a dans l'ensemble du monde musulman des mouvements qui étaient extrêmement importants, qui étaient des mouvements laïcs, qui étaient des mouvements modernistes, qui étaient... Prenez l'Indonésie par exemple. L'Indonésie était un pays où il y avait d'abord le plus grand parti communiste en dehors du monde communiste. Il y avait un mouvement nationaliste laïque autour de Sukarno. Il y avait dans pratiquement tous les pays, de l'Indonésie à l'Égypte, au Soudan, partout, des mouvements politiques qui n'étaient pas ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement des manifestations politiques liées à la religion. Donc, ce que vous dites est réel, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où cette région n'est plus perçue qu'à travers les conflits communautaires. Et ça continue, et ça, je dirais que ça empire. C'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui entre sunnites et chiites n'existait même pas il y a 10 ans. C'est même pas... Les gens disent, oui, mais ça a commencé il y a des siècles, mais ce n'est pas vrai. Il y avait potentiellement des tensions. Mais moi, j'ai connu un Liban où il y avait des mariages entre communautés, entre sunnites et chiites, mais par milliers. Et cette idée qui s'est imposée soudain, depuis la guerre d'Irak, où on a le sentiment que la guerre entre sunnites et chiites existe depuis toujours, qu'elle existera toujours, et qu'elle va... C'est une honte pour tous. Mais c'est la réalité de cette époque de régression. On peut d'ailleurs ajouter que ces sujets-là sont au centre de tous les dialogues des désorientés, puisque en l'occurrence, dans les désorientés, il y a un personnage ce sera dans mon prochain livre aussi, qui se convertit à la religion qui part chrétienne et qui part dans un monastère. Il y en a un qui fait le choix de l'islamisme, voire de l'islamisme radical. Il y a un juif qui décide de quitter le pays parce qu'il pense qu'il n'y est plus